Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, Le Monde en français, place à notre grand angle. Grand angle bien évidemment consacré ce soir à ce drame du vol égyptaire Paris-Le Caire. Avec nous pour en parler Jean-Marc Garot. Bonsoir, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous avez été le directeur du centre expérimental, pardonnez-moi, Eurocontrol, pour que nos téléspectatrices et téléspectateurs comprennent bien votre travail, en quoi il consistait. Eh bien, c'était la recherche et le développement de systèmes informatiques et télécommunications pour le contrôle du trafic aérien. Je le précise parce que ma première question va être simple. Vous avez suivi, comme tous les Français, ces événements. Qu'est-ce qui vous frappe le plus au vu des informations dont on dispose à l'heure qu'il est? Bien, si vous me le permettez, je voudrais d'abord exprimer ma sympathie pour les familles et les amis des personnes qui étaient dans cet avion, les passagers et l'équipage. Et je dis ça pas simplement par une espèce de formule d'usage, parce que je ressens une certaine honte et une indignation professionnelle. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et j'ai ressenti la même chose il y a 2 ans après la disparition du MH370. De la Malaysia Airlines. De la Malaysian Airlines. Et ce matin, quand j'ai entendu les nouvelles, alors évidemment, il y a des passagers malaisiens et chinois dans cet avion dont on ne sait toujours pas pourquoi il a disparu. Mais j'ai pensé plus particulièrement à Ghislain Vatrelos et à son fils Alexandre. Ghislain Vatrelos a perdu sa femme et Alexandre a perdu son frère et sa sœur. Et puis en plus, ils avaient une amie chinoise. Et je pense que ce matin, ils ont dû avoir l'impression de revivre le cauchemar. C'est-à-dire que je pense que leur blessure qui est grande a dû être réouverte. Et pourquoi j'ai eu à l'époque ce sentiment de honte et d'indignation, et je pèse mes mots, c'est parce que dans ce monde où, en venant avec le chauffeur de taxi, j'ai discuté avec lui, il était géolocalisé, beaucoup de gens sont géolocalisés avec les smartphones pour ceux qui en ont. Et donc, ma honte, c'est que pour avoir travaillé à des niveaux de relative responsabilité dans ces systèmes informatiques pour le contrôle du trafic aérien, je n'ai pas été capable de faire en sorte que ces systèmes de télécommunication et de localisation sortent de la préhistoire. Ce que vous nous dites ce soir, Jean-Marc Garot, c'est que vous êtes choqué, que ce soit pour le vol de la Malaysia Airlines, et que là, même si ça fait seulement quelques heures, qu'on n'ait pas de traces de cet avion? C'est ça que je trouve, et que ça soit 2 ans ou 12 heures, je trouve que pour les familles et les amis, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Mais dites-nous, est-ce que c'est possible ou pas techniquement? Lorsqu'on apprend que l'avion disparaît des écrans radars, est-ce qu'il est possible de savoir où il est? Mais je pourrais rentrer dans la technique et expliquer. On sait, et le MH370, on sait comment un avion disparaît. Pas forcément pourquoi, mais on sait comment un avion disparaît. Et la façon dont il disparaît, c'est parce que ces systèmes sont préhistoriques. Et je pèse mes mots dans un monde dont on pense que c'est des hautes technologies. Mais mon indignation, c'est que le contrôle du trafic aérien n'a pas la responsabilité de suivre les avions. Par contre, ce que je ne trouve pas admissible, c'est que les compagnies aériennes n'ont pas l'obligation de suivre leurs avions. Et n'estiment pas en avoir la responsabilité morale. Pour des raisons financières, parce qu'elles estiment que opérationnellement, ce n'est pas rentable. Ce n'est pas rentable. Il y a eu, il y a 1 an, au niveau de l'Organisation de l'aviation civile internationale, des discussions auxquelles se sont opposées des compagnies aériennes. Et peut-être, en 2020, les compagnies aériennes seront obligées de donner leur position d'avion tous les quarts d'heure, ce qui est nettement insuffisant. Donc vous pointez du doigt la responsabilité des compagnies aériennes. Selon vous, Jean-Marc Garot, quelle est ce soir la piste la plus crédible? Qu'est-ce qui a pu arriver à cet avion qui transportait 66 personnes? Attendez, avant de revenir, parce que la première chose, c'est de savoir où est l'avion. Et je voudrais dire que la plupart des compagnies aériennes, pratiquement toutes, ne suivent pas leurs avions, à l'exception d'une compagnie, qui est Air France, qui, depuis le Rio-Paris, a mis en place un système de suivi de leurs avions. Et je trouve d'ailleurs assez dommage qu'Air France ne le fasse pas plus savoir. Bon, donc sur ce point-là. Alors maintenant, qu'est-ce qui a pu arriver? Je n'en sais rien.
Vous m'avez posé la question, est-ce qu'un avion peut disparaître? Oui, un avion peut disparaître. Et des navires de la Grèce disent avoir vu une explosion dans le ciel. Pour vous, ça pourrait être dû à quoi? Est-ce que ça peut être dû à des causes techniques ou est-ce que c'est forcément un explosif qui provoque cet effet dans le ciel? Je ne suis pas capable. Il n'y a aucune... À l'heure actuelle, on vient simplement de découvrir ce qui est peut-être des débris, d'accord? Au large de la Crète. Au large de la Crète. On sait simplement qu'à un moment donné, l'avion a disparu. Il a disparu des radars militaires, quand on dit qu'ils sont primaires, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin qu'il y ait un répondeur à bord. Mais ces radars primaires sont utilisés aussi par les centres de contrôle civils. Donc ils ont disparu des écrans. Et l'avion a disparu des écrans, comme le MH370. Donc un avion peut effectivement disparaître. Et il y a une façon très simple pour qu'un avion disparaisse. On peut parler de tous les radars qu'il y a en Méditerranée, mais en ce qui concerne les radars, il y a une façon très simple de disparaître, ou de façon volontaire ou d'involontaire, c'est j'allais dire, de plonger jusqu'au niveau de la mer. Parce que les radars, c'est des cônes, sauf au niveau des aéroports, et de toute façon, au ras de l'eau, on ne peut pas suivre les avions. C'est sans doute le cas de la Germanwings et du suicide du pilote allemand. Il y a quand même cette information du ministre grec de la Défense. L'avion, dit-il, a chuté de 22 000 pieds en faisant 2 virages brutaux avant justement de disparaître des radars. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire ce que peut nous apporter cette donnée? Ça peut être un problème technique, que l'avion et que le pilote n'ait pas pu le récupérer. Dans le cas d'Air France 447, il y avait un problème météorologique que les pilotes n'ont pas pu réussir à maîtriser. Là, apparemment, il n'y avait pas, la météo avait l'air correcte. C'est pas une zone dangereuse? Non. Les informations météo, maintenant, les systèmes d'information météorologique sont de plus en plus perfectionnés. On est même capable maintenant d'avoir ce qu'on appelle les turbulences en ciel clair. Donc là, s'il y avait eu un problème météorologique dans le coin, on le saurait déjà. Vous avez insisté sur le rôle des compagnies aériennes qui doivent, selon vous, suivre leurs avions. Jean-Marc Garot, ça paraît logique. Là, il n'y aurait pas eu d'appel de détresse. Le dernier mot du commandant de bord, ce serait merci en grec. S'il n'y a pas eu d'appel de détresse, ça veut dire quoi? Que tout a été très vite? Alors, ce que je trouve... Les questions que vous me posez, c'est quand même assez étonnant que les informations qu'on ait sur cet avion, ça soit les militaires grecs, ça soit le centre de contrôle, ça soit l'information qu'on trouve sur Flight Radar 24, qui est un site un peu comme Wikipédia, et que ça ne soit pas la compagnie aérienne qui soit à même de donner ce genre d'informations. Pour l'instant, très peu de communication, en effet. Parce que je pense qu'à l'inverse d'Air France, ma supposition, c'est qu'Egypte Air ne suit pas ses avions. Donc, le pilote n'a pas... Il y a la communication avec le contrôle du trafic aérien, mais normalement, dans un mode de communication avec ce qu'on appelle un CCO, un centre de commandement des opérations de la compagnie, qui là est obligatoire, devrait y avoir des échanges. Et puisqu'on n'a aucune information de la compagnie, je ne crois pas qu'elle le cache. Je ne suis pas, moi, dans la théorie du complot. Je pense qu'elle ne savait pas. Alors maintenant, il s'est passé un certain temps entre le au revoir, qui est le coup classique, qui est le message au revoir quand on part d'un centre de contrôle, qu'on va contacter celui d'après. Il a dit au revoir tranquillement, il ne se passait rien à l'époque, à ce moment-là. Et après, c'est quand même 20 minutes après, d'après ce que j'ai lu, que l'avion a disparu. Donc là, il y a un moment de vide. Dans le cas du MH370, il s'est passé 20 minutes entre le transfert, entre le contrôle malaisien et le contrôle vietnamien, avant que le contrôle vietnamien se rende compte qu'il s'est passé quelque chose. D'accord. Donc je pourrais vous expliquer pourquoi il peut y avoir ce genre de trou. Dans le Air France 447, le centre de contrôle de Dakar ne s'est jamais rendu compte que l'avion n'était pas arrivé. Donc il y a des trous dans le système. Ça peut arriver. Alors maintenant, pourquoi l'avion a pu plonger? Ça peut être un problème technique de l'avion. L'avion était plus maîtrisable. Pourquoi tout d'un coup il y a un problème technique, un avion qui volait comme ça sans problème? Soit la météo, c'est peu probable. Une bombe à l'intérieur,
ça a été évoqué. Alors, comment une bombe peut s'être introduite, avoir été introduite dans un avion à retardement, etc. Et puis, il y a la quatrième option que je n'ai pas vue évoquée, c'est des terroristes à bord qui auraient voulu faire un détournement. Alors là, j'ai entendu des gens qui disent, mais de toute façon, ça ne peut pas être un détournement parce qu'il n'a pas été revendiqué. Sauf que, s'il n'a pas réussi, peut-être que les terroristes n'avaient aucun intérêt de faire savoir qu'ils avaient l'intention de faire un détournement. Et pourquoi ? Ouais. Et l'autre point, c'est que je pense que malheureusement, les terroristes sont dans des processus d'expérimentation et d'apprentissage. C'est-à-dire, les prises de contrôle illicites dans un cockpit, il y en a pas beaucoup, mais il y en a qui ne réussissent pas. Et elles ne sont pas rendues publiques, elles ne font pas l'objet d'enquêtes pour ne pas donner des idées. Mais malgré les portes blindées, malgré tous les Marshall, et donc, il peut très bien, parmi les hypothèses plausibles, mais celle-là, je ne l'ai pas entendue beaucoup évoquée, mais encore une fois, l'argument que ça n'a pas été revendiqué... C'est un commando à bord. Il peut très bien, on a bien compris, et à ce moment-là... c'est la quatrième hypothèse. Et la quatrième hypothèse, quand on prend les vols qui ont servi de cible pour les tours... Les attentats du 11 septembre. Le quatrième avion, qui est l'United Airlines 93, dedans, les passagers se sont révoltés. Il y a eu une bagarre. Bon, ils ont pu discuter. Mais donc, il a pu très bien y avoir... En plus, il y avait des Marshall à bord. Il peut très bien y avoir eu une bagarre à bord et que cette bagarre ait eu lieu aussi dans le cockpit. Donc, ces hypothèses, pour l'instant, à mon avis... Il n'y aura peut-être aucune revendication et on ne le saura quand enfin on aura trouvé les boîtes noires. Ouais. Terminons très brièvement, si vous le voulez bien, Jean-Marc Garot, par la sûreté. J'ai bien dit sûreté, pas sécurité aérienne, ce n'est pas la même chose. La sûreté, vous m'avez évoqué l'une des options, des hypothèses, à savoir un explosif, une bombe à bord. On en est loin, bien entendu, il faut être très prudent. Si, dans quelques jours, on apprenait que c'était le cas, qu'est-ce que ça voudrait dire pour la sûreté de l'aéroport de Roissy ? Mais c'est pas une question qui est spécifique à l'aéroport de Roissy. C'est ce que l'éditorialiste disait il y a quelques minutes. Il y a un grand nombre de bagages, il y a un grand nombre de passagers. C'est pas des systèmes avec risque zéro. Et de toute façon, par rapport à ces questions donc de sûreté, par rapport aux aspects terroristes, le filtrage dans l'aéroport n'est qu'un élément d'une chaîne complète qui commence par les services de renseignement. Et donc tout ça, ce ne sont que des défenses qui ne sont pas parfaites, et c'est par l'accumulation des défenses qu'on diminue le risque. Et le risque, la réalité, c'est qu'il y a en fait très peu d'attentats avec des bombes. Donc ça doit relativement bien fonctionner, mais il faut reconnaître que ce ne peut pas être un système parfait. Même si on passe des heures, et en ce moment aux États-Unis, c'est carrément de nombreuses heures qu'on passe à attendre pour les contrôles. Merci beaucoup Jean-Marc Garot. Je rappelle que vous avez été directeur du centre expérimental Eurocontrol. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir donné des clés pour tenter de comprendre ce qui est en train de se passer. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.